La Jasette Incognito avec Léon Dertal. Bonjour, bienvenue à votre podcast La Jasette Incognito avec Léon Dertal à l'animation et qui fait tout le reste aussi, quoi. Il est tout seul, Léon Dertal. Il est là, seul au monde. Non, je suis très bien entouré. Ceci dit, aujourd'hui, c'est certain que après une vingtaine de podcasts, vient un temps qu'on se dit « Hey, j'aimerais ça trouver autre chose, mais je veux rester vrai. Je veux pas toujours parler de la même chose. » Chose que je pense que, même si je me répète un petit peu, je crois que je me débrouille quand même bien là-dessus. Aujourd'hui, j'y ai réfléchi pendant un moment et je me suis dit « Pourquoi pas en parler? » J'ai envie de vous parler de ma dépendance au cannabis. Oui. Et j'utilise le mot dépendance au cannabis au mode présent. Pourquoi? Parce que les alcooliques, même si ça fait 20 ans qu'ils n'ont pas bu, disent qu'ils sont alcooliques quand même, comme si c'était une maladie. Et je considère que la dépendance au cannabis pourrait s'apparenter à une maladie aussi, mais pas pour tout le monde. Pas pour tout le monde. Je crois que chaque personne le vit différemment, mais j'ai envie de parler de mon expérience avec cette substance d'ailleurs que certains diront que c'est la moins pire des drogues au monde et ça a longtemps été aussi un discours que j'ai adopté et c'est comme ça que je présentais le sujet aux gens. Mais quand tu baignes dedans, tu veux pas que les gens s'inquiètent, tu veux pas non plus passer pour un loser et tout ça. Donc, je vais expliquer aussi ma perspective par rapport à ça aussi, par rapport au fait aussi que je suis abstinent depuis un bon moment. Donc, je ne consomme plus du tout et je vais chronologiquement remonter dans le temps pour expliquer de où c'est parti et à quel point pour moi ça a été un problème et quelle attitude et quelle façon de penser j'ai adopté pour, oui je vais le dire, m'en sortir. Parce que, comme introduction, je vais y aller comme ça, c'est de dire que pour moi, encore aujourd'hui, je considère que ma dépendance au cannabis est aussi pire que n'importe quelle dépendance à une drogue dure. Cependant, et je le comprends très bien, ce n'est pas une dépendance physique. C'est une dépendance psychologique et je suis très d'accord avec ça. Ma perspective sur le cannabis, bien sûr, peut être biaisée d'une certaine façon, dans le sens où, je dis ça parce que j'ai jamais, à part quelques essais, j'ai jamais été un consommateur de drogue dure. Donc, si tu me parles de cocaïne, de speed, d'héroïne, de méthamphétamine, de tout ce qui s'apparente à ces drogues toxiques-là, je ne m'y connais pas. Je peux pas témoigner d'expérience à part les quelques essais que j'ai faits à propos de ces drogues-là. Par contre, le cannabis a fait partie de ma vie intensément pendant au moins 2 décennies. Non, peut-être pas 2 décennies. Oui. Ben, c'est ça. C'est que je vais y aller chronologiquement pour expliquer vraiment comment ma dépendance a évolué et comment j'ai sorti de ça sans trop souffrir, si je puis dire. Voilà. Donc, bien sûr, toute dépendance dans la vie, je pense, vient de trauma, que ce soit familial, que ce soit peut-être au niveau scolaire, que ce soit des problèmes d'apprentissage, que ce soit du rejet, peu importe, je pense que ce type de dépendance-là vient de trauma du passé en grande partie. Mais je dis pas que c'est à tout coup.
Et je ne dis pas non plus que les gens dépendants du cannabis ne sont que des gens qui sont dans la misère et etc. Donc, je vais commencer par le début de ma vie adulte. J'irai pas dans la précision des traumas que je considère avoir peut-être eu, parce que je ne suis pas psychologue moi-même et je n'ai pas consulté. Donc, je n'irai pas m'exprimer sur les traumas en tant que tels qui peut-être auraient pu influencer mon futur et le futur de ma consommation de cannabis et de ma dépendance très intense. Donc, premièrement, personnellement, j'ai consommé du cannabis pour la première fois très tard. J'étais déjà adulte. Je devais avoir, je crois, 19 ans. Donc, à 19 ans, moi, j'avais jamais fumé la cigarette avant. J'avais essayé, peut-être à 14-15 ans. Et bon, je me rappelle, tu sais, dans le temps, c'était facile d'aller s'acheter un paquet de cigarettes. T'arrives au dépanneur et tu dis je voudrais acheter un paquet de cigarettes, c'est pour ma mère. Et là, tu y montes un mot signé de ta mère. C'est toi qui as signé le papier. Donc, on a fait ça, moi puis mon ami, à un moment donné. Et je me rappelle, mon ami avait fumé la moitié du paquet d'un coup et j'avais pas été capable de n'en fumer une moitié de cigarette. Et non seulement une moitié de cigarette, mais de fumée que je n'avais pas respiré. Et la seule fois où j'ai essayé de la respirer, j'ai vomi pendant 15 minutes. Donc, dans ma vie, j'ai peut-être essayé 15-16 ans à fumer une ou deux fois la cigarette. Les deux fois, ça a été une catastrophe de vomissage. J'ai fait, OK, c'est pas pour moi et grand bien me fasse parce que ça n'a pas collé sur moi. Tant mieux! Ceci dit, les années passent et à un moment donné, on fait des belles rencontres dans la vie. Et j'ai peut-être, ouais, c'est ça, 18-19 ans, je déménage dans une ville et au-dessus de chez moi, j'ai des gens qui consomment du cannabis, je deviens ami avec eux autres, mais ça m'intéresse pas d'en fumer. Et je me rappelle, le gars qui est super gentil, mais que lui, il veut pas mal faire. Mais il me dit, écoute, t'as déjà essayé de fumer la cigarette parce que j'y avais raconté mon expérience, t'as vomi partout. Avec le pot, c'est différent. Tu vas voir, tu vomiras pas. Tu vas peut-être tousser un petit peu la première ou la deuxième fois, mais c'est vraiment pas si pire que ça. Je fais, OK, bon, OK. Puis il dit, t'es un gars angoissé, t'es un gars anxieux, tu vois, ça va te donner un break. Donc, il roule un joint, il dit là, fume-en une petite puff de rien, vas-y pas trop fort, vas-y. Et fume ma première puff, la respire comme il faut. Je ne tousse même pas. Et là, le buzz embarque et je tombe en amour avec ce buzz-là. J'ai 18 ans. Donc là, non seulement il m'initie à fumer du pot, mais il me présente aussi son vendeur parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de SQDC. C'était illégal. Donc, il fallait trouver quelqu'un qui en vend. Et là, à 18 ans, moi, j'ai pas beaucoup d'argent. Puis bon, mais réussi à en trouver. Puis à sacrifier un peu de bouffe en me disant, hey, garde, la vie est tellement de la marge. Peux-tu au moins avoir mon petit quelque chose? Moi, j'ai entendu beaucoup de fumeurs de cigarettes dire, c'est mon seul défaut. Je me gâte nulle part, je m'achète à rien, mais je fume. OK, fait que je me disais la même chose. Regarde, je souffre en tant qu'humain. Peux-tu me donner un break en fumant du pot? Donc là, le temps passe et fume. Et là, je suis rendu que je fume tout le temps. Je vais à l'école en même temps. À l'époque, je finis mon secondaire aux adultes et je me rappelle avoir fumé une fois en allant, juste avant d'aller à l'école. Et là, le bad trip dans la classe sort dehors. Je me rappelle être étourdi, la crise d'anxiété, mais solide, etc. Puis c'est tout un feeling. Donc voilà, les années passent, c'est-à-dire, bon, on va dire les mois passent, ou plus, les semaines passent peut-être, et là, je me rends compte que je ne peux plus m'en passer, ou du moins, c'est ce que je me fais à croire. Donc là, j'essaie de me prouver que je peux être un fumeur fonctionnel, ce qui veut dire que je me fais croire que je suis capable de vivre une vie normale tout en consommant, ce qui est totalement faux à l'époque parce que je finis par lâcher l'école. Me réinscris, je lâche à nouveau, je me réinscris, fume. Donc là, le temps passe, je ne suis plus capable de m'en passer. Si je manque de pot, je vire
complètement dingue. Éventuellement, je déménage dans une autre ville où est-ce que c'est vraiment retiré, une ville retirée du Québec. Je rencontre ma première blonde qui, elle aussi, fume à côté. Une fille pauvre, une fille qui a pas beaucoup d'aspiration sur l'avenir, disons-le comme ça. Et là, on devient la team de fumeux de weed. Fait que là, à deux, on fait tout ce qu'on peut pour pouvoir en trouver. On fume du matin au soir. On fait rien de notre peau. Éventuellement, on reste dans une commune. On reste dans une commune où est-ce que ça nous coûte vraiment pas cher de vivre. Tout le monde fume. Les puffs au couteau, en se levant le matin, on fout rien de notre peau. Je me promène nu-pied dans les rues en bédaine. C'est l'époque où je me fous absolument de tout. Éventuellement, on sort de cette ville-là. Je reviens dans la ville où je suis né. Et je m'inscris dans un DEP. C'est sûr que là, je roule vite dans le temps. Mais je veux pas brûler d'étapes non plus, mais c'est pour rester quand même concis. Donc, je m'inscris dans un DEP et ce qui se passe, c'est que j'excelle dans le DEP, mais sans que les professeurs s'en rendent compte, parce que j'ai pas l'air de ce gars-là. Je fume le matin, dans les breaks, le midi, dans le break d'après-midi, et je fume le soir en revenant chez nous. Et bien sûr, dans le cours, je me fais un ami de cannabis. Ça, les fumeurs de cannabis sont pas mal tous les mêmes. C'est des gens qui n'auront pas une grosse gang d'amis souvent, mais ça dépend. Ça dépend des époques, ça dépend des caractères. Moi, j'aimais pas les grosses gangs. Je trouve que ça a toujours été pour moi, la consommation, quelque chose d'assez solitaire. Maximum 2 ou 3 personnes, ça dépend. Bon. Alors, le temps passe. Et je réussis mon cours. Après ça, je me place dans une... J'avais pas encore d'automobile, donc je me trouve un emploi près de chez moi et je suis resté 4 ans là. Encore là, ça fume le matin, dans les breaks, le midi. Je ne suis pas capable de me passer de cannabis. Littéralement, j'ai l'impression que c'est comme les dépendants à l'héroïne. Si je voyais qu'il me restait pas assez de potes, pour exemple, faire 3-4 jours encore, je virais littéralement fou. Ce qui était pas facile pour ma conjointe, bien sûr. Tu sais, je veux dire, tu vois le gars qui est en train de devenir esclave de ça. J'étais pire qu'elle parce qu'elle, j'ai l'impression que, même si on n'en a jamais vraiment manqué, j'ai l'impression que elle avait moins de problèmes peut-être d'addiction que moi là-dessus. Donc, le temps passe. Je travaille 4 ans dans cette entreprise-là. Je suis super apprécié. Encore là, il n'y a pas grand monde qui se doute que je suis un giga consommateur de cannabis parce que j'ai pas l'air de ça. Je suis hyper fonctionnel. Étant très énergique de nature, ce que le cannabis faisait, c'était juste me calmer un petit peu. Puis, ça faisait juste, j'ai l'impression, me rendre juste normal. Parce que à jeun, moi, je suis une bombe d'énergie. Donc, ça me rendait pas zombie comme ça fait pour plusieurs, tu sais. Les années passent. Éventuellement, après il se passe que je quitte mon emploi après 4 années de service sur un coup de tête. Et là, j'ai des problèmes financiers. J'ai pas d'argent. Ma conjointe, c'est une fille qui était pas très proactive dans sa vie non plus. Donc là, on se ramasse à 2 losers ensemble qui ont pas d'argent. Qu'est-ce que je fais? Et on me met en contact avec un gars. Et ce gars-là me dit, André, ça te tente-tu de vendre du pot? Ça te tente-tu d'être vendeur? Et à cette époque-là, vu qu'il n'y a pas de SQDC, ben, les gens, ils en cherchent du pot et j'en sais quelque chose. C'était dur de trouver une bonne connexion fiable. Fallait toujours que tu appelles ou que tu passes. Il est pas là. Faut que tu repasses. Le temps perdu et tout ça. Et l'argent aussi que ça coûtait. Bon. Donc, j'accepte. Il me donne une bonne quantité de weed pour partir. Et là, des années s'en sont suivies de vente de cannabis. Donc là, j'ai des quantités de weed avec moi impossible. Donc, c'est comme si j'étais dans le baril de potions magiques pour Astérix. Ou plutôt Obélix, oui. Donc là, j'en ai à profusion. Non seulement ça, mais je vends du weed
à me faire plus d'argent que quand je travaillais dans l'entreprise. Et dans ce temps-là, le cash, c'était pas des cartes Desjardins. Le monde payait en cash. Donc, c'était pas déclaré à l'impôt à l'époque, là. Bon, je n'irai pas dans les détails, mais c'est sûr que, étant illégal à la base, je n'allais pas déclarer mes ventes au gouvernement, là, hein? Tu sais, je veux dire, c'est quelque chose que, pour moi, dans un certain sens, me sauvait la vie. Et là, le cash rentre pas à peu près. Donc, heureusement, ça, je me le suis fait dire par celui qui me fournissait. Il dit, André, t'es le seul qui est jamais tombé soit dans l'alcool, soit dans la cocaïne. Tous mes vendeurs tombent dans quelque chose. Il dit, toi, t'as juste continué à fumer du cannabis. Puis là, je suis comme, merci. Fait que t'as l'impression que toi, t'es vraiment resté straight, resté correct. Quand dans le fond, à fumer comme ça, du matin au soir, surtout que là, le cash rentre, t'as l'impression que c'est gagné, le paradis est gagné. Pendant ce temps-là, je joue de la musique aussi avec mon groupe. C'est le paradis sur Terre. C'est le paradis. Tu sais, et là, bon, ben, c'est pour moi, je vendais des quantités de potes incroyables. Donc, et cependant, un bon moment de ma vie, tu sais. Alors, à un moment donné, le temps avance, les années avancent, c'est passé peut-être 4 ans, et ma conjointe décide de quitter, de me quitter et d'aller vivre une autre vie, hein? Parce que c'est vrai que c'était pas très sain, notre relation, ni notre consommation qui était incroyable, je veux dire, c'était du matin au soir, sans arrêt, mais j'étais hyper fonctionnel malgré ça. Donc, tu sais, la consommation de cannabis, pour moi, ce que je trouve qui est bon et pas bon à la fois, c'est que dans mon cas, j'ai jamais pogné l'espèce de fond, là. Tu sais, comme les consommateurs de drogue dure, à un moment donné, ils pognent le fond. Ils ont été trop loin, ils vont en thérapie, et soit ils s'en sortent, soit ils en meurent souvent. C'est un ou l'autre. Moi, je restais hyper fonctionnel. Que ce soit dans mes emplois, que ce soit à l'école. Donc, ma conjointe part, et là, c'est la catastrophe de ma vie. On dirait que là, toutes les illusions que je m'étais créées, cette espèce de paradis-là tombe comme un verre qui éclate sur le plancher, tu sais. Et je décide d'aller suivre un autre DEP, et comme j'ai parlé précédemment, je suis soudeur, et c'est là que je décide, un matin en me levant, où est-ce que je suis à peine capable de me couler un verre d'eau tellement que je suis déconstruit de la vie. On avait une maison louée qui coûtait un prix de fou. Si je changeais pas quelque chose dans ma vie, je me ramassais à la rue, assurément. C'est sûr que je m'en allais direct dans le mur. Et je me lève un matin et je m'inscris en soudage. Et je fais mon cours de soudage où est-ce que j'ai excellé une affaire pas possible. Et d'ailleurs, ça j'en ai parlé dans un podcast précédent, je me suis prouvé que même en situation de misère extrême dans ma vie, où est-ce que j'avais à peine d'énergie pour faire 4 pas, un après l'autre, je suis capable de non seulement de faire mon cours de soudage, mais j'ai gagné les 2 bourses tellement que j'étais proactif. Les professeurs me regardaient aller et ils disaient, André, on a rarement vu un gars aussi motivé. J'aidais tout le monde, mon attitude était bonne, mais en dedans, ça allait pas bien, là. J'étais pas encore reconstruit, mais je me concentrais, je focusais sur le cours. Cependant, j'avais encore mon problème de fume, et comme même si j'en vendais plus à cette époque-là, j'avais quand même des contacts où j'avais du weed quasiment gratuit, donc ça me coûtait pas grand-chose, et bon. Donc là, fais mon cours de soudage, passe le cours de soudage haut la main, va travailler encore là dans une autre ville assez loin de chez moi, que on peut même pas appeler ça une ville, d'après moi on pourrait quasiment dire un village. Je vais souder pendant 4 ans dans une entreprise, et là, encore là, j'excelle. Vraiment. Je suis parti de...
Ça a été très difficile parce que, disons, les 3-4 premiers mois, j'étais nul à chier et après 3-4 mois, je suis devenu le roi, là. Tu sais, là, j'étais bon dans mon métier, tout le monde m'appréciait, bonne attitude, etc. Mais j'ai rencontré là-bas, malheureusement, ou heureusement à l'époque, plein de fumeurs de weed. C'est une ville au Québec où beaucoup de gens fument. Donc, dans les breaks, qu'est-ce que le monde faisait? Tout le monde se ramassait dans 2-3 automobiles et ça fumait comme pas possible. Et du pot, là, très, très fort. Et là, on revenait bien pété, mais on travaillait super bien. C'est la particularité du cannabis. C'est que tu ne perds pas tes moyens physiques du tout. À la limite, même encore aujourd'hui, je peux dire que parfois, tu travailles mieux parce que tu vas focusser. C'est comme si tu jouais à un jeu vidéo. Donc, quand tu soudes ton cordon de soudage, tu le veux parfait, comme si tu jouais, exemple, à Mario Kart et que tu voulais gagner la game. Donc, je suis resté 4 ans là et à consommer mes fins de semaine et je m'isolais beaucoup quand c'était la fin de semaine ou ben non, quand il y avait des journées de vacances ou peu importe, quand j'étais seul ou quand on allait chez des amis, c'était toujours la puff. Bon. Éventuellement, j'ai eu une opportunité d'aller travailler à une autre place en soudage dans une autre ville et je me dis, il est temps que je sorte de ça. Donc là, on est à peu près, là, il y a... ça fait peut-être 10-12 ans de ça, si je me rappelle bien. Donc, je m'en vais, je me réoriente dans le sens où je m'en vais travailler dans une autre entreprise. J'ai pas aimé ça. Donc là, le temps avance, j'ai toujours mon problème de cannabis, mais au point où est-ce que je ne peux pas m'en passer. Ça va faire une dizaine d'années que j'en consomme à ce moment-là, et j'ai l'impression que si je me ramasse que je manque de cannabis, je vais capoter ma vie, ça va être l'hôpital psychiatrique. Mais à un moment donné dans ma vie, je me dis, là, qu'est-ce que tu veux dans ta vie? Est-ce que tu veux vraiment prendre cette route-là? Parce que je voyais autour de moi ce que ça donnait, et c'est pas toujours... C'est ça qui est drôle, c'est qu'avec le cannabis, tu regardes autour, tu as l'impression que les gens qui consomment, c'est pas tout le monde pour qui c'est problématique. Et c'est des gens qui peuvent s'en passer pendant une semaine ou deux sans problème, souvent. Ils vont arriver le vendredi chez un ami, « Ah, j'ai fumé un petit joint vendredi, et ça va aller dans 2-3 semaines après, peut-être. » Donc, moi, c'était pas là. Moi, s'il m'en manquait, j'avais peur de me faire interner tellement que j'avais peur de capoter. Jusqu'à je me lève un certain matin et je me dis, je suis tanné de cette vie-là. C'est pas cette vie-là que je veux. J'ai fait faux pas pendant toutes ces années-là et je me décide à m'inscrire dans un 3e DEP. Ce DEP-là est en transport, en conduite de camion. Et qu'est-ce qu'il y a dans le DEP de conduite de camion? Il y a des pistes, OK? Des tests antidrogue. Donc là, je sais très bien que si je m'inscris dans ce cours-là, je ne peux pas fumer. Et les traces de cannabis restent pour, je pense, 1 mois et demi, 2 mois dans le corps. Donc, il fallait que j'arrête longtemps avant le cours. Ce que j'ai fait avec succès, à ma grande surprise, parce que ça n'avait pas été aussi dur que j'aurais pensé. Donc, j'ai été très droit. Arrête de fumer, passe mon cours encore là, ça n'a pas été facile, j'avais jamais chauffé de gros camion de ma vie, mais quand même, passe le cours haut la main, finis le cours avec non seulement, j'avais pas de passeport, mais je finis le cours avec un stage en team en Californie, aller-retour en camion, qui a duré 6-7 jours. Reviens à la maison, mets les pieds chez nous, ça faisait quoi? Presque 1 an que j'avais pas touché à de la fume, hein? Et je retombe dedans. Je retombe dedans, mais solide. Un genre de 2 semaines où est-ce que la seule chose que je faisais, c'était me lever, fumer, manger, et je peux le dire, me masturber. Oh oui, oh oui! Ah non, ben oui, gars célibataire. J'avais peut-être 34? Bon. Donc, ça va faire peut-être 10 ans de ça, là. 10, peut-être un petit peu moins. Bon. Ouais, ça fait un petit peu moins que ça. Bon, on va peut-être dire 7 ans. Bon, parfait. Et là, je me place à un endroit où est-ce que je trouve un emploi
en classe 3 où est-ce qu'il n'y avait pas de piste test. Donc, là, j'ai passé de dépendant du matin au soir à... Là, j'en fumais juste un petit peu le soir après souper. Ah! Là, la consommation avait quand même changé. Et là, je réalisais, j'étais comme, hey, te rends-tu compte que chaque fois que tu fumes, c'est la crise d'anxiété? J'appelais ça à un moment donné, bon, faut que je prenne ma puff d'anxiété, comme si le fait de fumer et que ça me rendait anxieux, ce combat-là contre cette anxiété-là, c'était ça le buzz. C'était ça le buzz, littéralement. Donc là, le temps passe, 1 an à fumer comme ça. À fumer un petit peu, pas beaucoup, vraiment pas beaucoup. J'avais beaucoup slacké. Et éventuellement, qu'est-ce qui arrive à la fin de cette année-là? La pandémie. Et malheureusement, où est-ce que je travaillais, tous les contrats ont été annulés dans la compagnie. Donc là, on me dit, écoute, on peut pas garder ton contrat actif. On n'a pas le choix de te mettre à pied, mais tu as droit au chômage. Et qu'est-ce qu'on avait droit à ce moment-là? C'était la PCU. Donc là, moi, j'arrête de travailler. J'ai un appartement qui coûte à presque rien. J'avais aucune dépense. Donc, on me dépose dans mon compte presque la même chose que la paye que je faisais par semaine. Et là, je retombe solide. Et non seulement ça, mais là, je fais pas juste retomber dans la grosse consommation de cannabis, mais j'étais rendu que j'engraissais parce que là, c'est la pandémie, on n'a pas le droit de sortir. Et moi, dans ma tête, je suis comme yes! J'avais ma gang, on gamait et on se parlait avec des écouteurs et un micro. Donc, je faisais du social quand même. C'était agréable en quelque sorte. Mais d'un autre côté, je creusais ma tombe, tu sais. Il n'y avait aucune proactivité avec ma vie. J'ai pas utilisé ce temps-là pour faire de quoi de constructif. Non. Le temps passe, la pandémie passe. Éventuellement, la pandémie finit. Hein? Ça a pas duré toute la pandémie, cette débarque-là, si je peux se dire. Mais j'avais clairement un problème et tout ça. Et là, éventuellement, je me dis, bon, là, il faut que ça change. Et pendant la pandémie, je me lève un matin, je me dis, je peux plus vivre comme ça, il faut que je fasse un choix. Et c'est là que je décide de déménager à Québec, dans une ville où est-ce que j'étais pas habitué d'avoir autant de monde autour de moi, et je me trouve un emploi là-bas, où est-ce qu'il y a aussi un test de drogue. Donc, je le dis clairement à l'entrevue, j'ai arrêté, je ne consomme plus, ce qui était vrai à l'époque. Et je vais passer, il en voit un petit peu, mais c'était clair que ça faisait un bout que j'en avais pas pris parce qu'il voit. OK, il y a une petite mini trace, mais c'est vraiment là à peine visible. OK, parfait. J'ai l'emploi, je travaille un moment là-bas, mais je me rends compte éventuellement que je suis pas bien dans Québec. Il y a trop de monde, il y a trop de trafic. J'aime pas ça. Je reviens dans mon coin. Donc, c'est ça. Donc là, je reviens dans mon coin et passe d'un emploi à l'autre, ça marche pas. Je consomme. Là, c'est le moment de ma vie où est-ce que j'ai jamais autant arrêté, recommencer la consommation. C'était vraiment une rechute, on arrête. Une autre rechute, on arrête à nouveau. Mais c'était quand même une évolution dans le sens où je pouvais passer des semaines sans en consommer. J'ai fait pendant quelques mois, on appelle ça du in-out, c'est-à-dire travailler pour une compagnie que moi, c'est que j'allais coucher là 4 jours semaine, je travaillais et c'était au giga gros salaire, vraiment. Donc là, couche des couches, je rencontre en soudage le monde, là, ça consomme du cannabis souvent. Je ne sais pas si c'est précis à ce métier-là, mais vraiment, les gens soudeurs que j'ai rencontrés dans ma vie, rares sont ceux qui sont vraiment clean. Ils n'ont pas quelque chose, un problème X de consommation, tu sais. Et là, éventuellement, bon, je me dis, que je suis tanné de cette vie. Je finis par partir de ma ville natale et m'en aller dans une ville
pas si loin que ça, mais quand même à une bonne, je dirais peut-être à 1 heure d'automobile. Et là, je me trouve un emploi en soudage où est-ce que là, vraiment, et là, on parle de l'année dernière. Donc là, on est vraiment plus récent dans ma vie. Et là, c'était presque une non-consommation. Je ne consommais pratiquement plus. C'était à peine. C'était parfois le soir, pas tout le temps. C'était vraiment, j'avais diminué là de 10 fois ma consommation jusqu'à ce que, je dirais, il y a quelques mois, donc c'est encore récent, j'arrête complètement. Complètement. Ça fait quelques mois que je n'ai pas consommé de cannabis. Maintenant, ça c'était pour faire vraiment un résumé. J'ai été vite dans les années un petit peu. C'est sûr que je passe des détails parce que c'est peut-être pas si important que ça. Puis peut-être qu'éventuellement, je ferai une autre partie où est-ce que je vais parler du cannabis avec une autre façon de le prendre. Ma vision du cannabis, etc. Et le fait que c'est différent pour tous. J'ai compris des choses. J'ai compris des choses que en arrêtant, c'était quoi les bénéfices et pourquoi j'aimais tant me geler la face. Une des choses que j'ai compris, c'est que le fait de fumer du cannabis pour moi, ça faisait en sorte que ça me déculpabilisait, si on veut, de ne rien foutre. Et là, il y en a qui vont dire, mais non, tu travaillais 40 heures semaine, j'avais un bon salaire, je suis pas dépensier. Encore là, mon cannabis, j'en fumais tellement pas beaucoup dans la dernière année que c'était pratiquement, écoute, c'est même pas, c'est quelques dollars par semaine à peine. Donc, je me mettais pas dans la merde. J'étais pas dans la même consommation que j'avais été dans ma vingtaine, par exemple. Mais c'était encore là et je me suis aperçu d'une chose. Je me disais, hey, le vendredi, quand la semaine finit, j'ai tellement hâte de tomber dedans. Mais encore là, j'arrivais le vendredi puis j'avais pas autant envie que je pensais de me décrocher la face parce que pour moi, l'addiction au cannabis, ce n'est pas que le cannabis. Ça veut dire aussi manger comme un cochon, te lever le lendemain puis avoir mal au ventre tellement que tu as trop mangé la veille, boire beaucoup de boissons sucrées, puis du chocolat, puis des chips, puis des bonbons, puis j'avais pas de fond. Donc, le problème n'était pas juste la consommation de cannabis, mais tout ce qui venait avec, et aussi l'isolement. Et le fait de fumer qui me déculpabilisait du reste. Donc, ceci dit, un matin, je me suis levé, il y a quand même un bon moment, là, ça va faire déjà là, un bon moment de ça. Je me lève un matin, je me dis, OK, c'est assez, j'arrête. Et là, j'ai parti des projets, dont la Jazette Incognito. Et je dis pas que je n'ai pas consommé depuis le début du tout, mais c'est presque de l'abstinence. Et là, c'est de l'abstinence depuis quelques mois. Et je m'aperçois que ce qui m'enlève le manque de ce manque-là, de cette substance-là qui fait que tu pognes jamais le fond du baril, c'est la proactivité dans ma vie. Le fait de marcher du bon côté de la ligne, d'avoir des projets, d'avoir des ambitions, de vouloir aussi améliorer mon sort, remettre mes dettes, puis etc., puis essayer aussi de faire en sorte que les gens autour de moi soient heureux, m'entourer aussi de meilleures personnes. Donc, tu sais, je veux dire, moi, jadis, j'ai eu une blonde qui consommait du pot à côté. Je me suis dit peut-être que là, c'est autre chose. Là, je suis dans une autre perception de la vie totalement. Je suis beaucoup plus allumé, je suis de bonne humeur. Je vois plus loin, je vois un beau futur en avant de moi, je suis encore en bonne santé. Et il y a une chose que j'aimerais dire aux fumeurs qui sont pas capables de s'en sortir. Pour ceux qui voudraient s'en sortir, si vous n'êtes pas prêts, vous n'êtes pas prêts. Et si aussi vous le faites pour quelqu'un d'autre ou parce que ça vous crée des problèmes financiers, c'est pas la bonne raison d'arrêter, malheureusement ou heureusement, mais il faut absolument que vous vous leviez un matin et vous dites « Je suis tanné de cette vie-là. C'est moi qui est tanné. Il n'y a personne qui me pousse
à quoi que ce soit. Je suis tanné, j'ai envie de faire quelque chose de proactif dans ma vie, d'avoir des projets, pas de les endormir. Parce que c'est ça que ça fait le cannabis. Si tu fumes du cannabis, en tout cas dans mon cas, j'avais juste le goût de m'asseoir, puis gamer, puis manger. Et dormir. La nuit, faire des 12 heures tu dors 12 heures, tu te lèves poqué comme 10. Pas juste à cause que tu as fumé du cannabis, mais c'est parce que tu as le ventre plein de malbouffe, etc. Donc, depuis que j'ai arrêté, j'occupe mon temps avec des projets qui me rendent extrêmement fier de moi et du fait que j'utilise mon temps de bonne façon, je trouve. Donc, ma perception de la vie a beaucoup changé. Et s'il y a une chose pour un gars qui a fumé pendant un bon 12-13 ans, sans fond, là, sans arrêt, je n'aurais jamais pensé dire ça, mais c'est fou comment je respire mieux. Moi, j'aime jouer de la musique, chanter des chansons. Je chante beaucoup mieux, j'ai beaucoup plus de souffle. Je suis beaucoup plus en shape depuis un an, vu que j'avais pratiquement arrêté depuis l'année passée. C'est fou comment ça change la santé aussi. Et à quel point tu respires et t'as pas mal aux poumons. Là, t'as l'impression de respirer beaucoup mieux. Étant soudeur en plus, déjà que j'en respire un petit peu de la boucane, ben oui. C'est fou à quel point, malgré ça, ça change tout. Donc, ce que je dirais à tous fumeurs de cannabis, en ce moment, qui sont pris dans cette espèce de tourbillon-là, puis sont pas capables de s'en sortir, je vous jure une chose. Le fait de vous prouver à vous-même que vous n'êtes plus esclave d'une dépendance X, que ce soit celle que vous voudrez, cette fierté-là, cette force-là que ça vous apporte, va vous rendre... Ça en est une drogue. Ça en est une en soi. Ça en devient une drogue. Au point où est-ce que parfois, ça m'arrive encore de faire comme, puis tu sais, la SQDC, c'est facile d'aller là, hein? Hey, tu rentres, montes ton permis, je vais prendre tel pot, tu repars chez vous, en dedans de 10 minutes, t'as du weed. T'as du weed, puis tu fumes. Avant, c'était pas ça. Avant, il fallait que tu trouves quelqu'un qui en a, puis là, ça te prend un contact, puis vas-tu être chez eux? Là, c'est facile, là. C'est très facile. Ben, aujourd'hui, ça va m'arriver des fois de me dire, hey, là, j'en fumerais, et rapidement, drôlement parlant, j'ai brisé le pattern de cerveau parce que c'est ça le travail. Il est là le travail. C'est de briser le pattern de cerveau. Et je dis souvent, j'aime utiliser cette expression-là, c'est de dire de mettre le cerveau en laisse. Et ça, j'en ai parlé dans un podcast précédent. Notre cerveau peut autant être notre ennemi que notre arme la plus forte. Cette arme-là qui va nous amener le succès dans notre vie suite à de bonnes décisions, suite à des décisions proactives. Donc, en ayant brisé ce pattern-là de cerveau, de me dire, du moment que mon cerveau m'en demande, je vais lui en chercher. C'est comme un chien mal élevé qui tire sa laisse, puis que là, tu manges un coup parce qu'il est mal dressé. C'est pareil pour un cerveau. Et j'ai l'impression que le fait d'avoir bien dressé mon cerveau avec le temps, tranquillement, parce que j'ai pas arrêté d'un coup sec, j'ai diminué, disons, depuis 3 ans, beaucoup, presque en abstinence totale, jusqu'à en venir à arrêter totalement et ne plus avoir envie du tout. Et ça, même moi en le disant, ça me surprend. Parce que j'aurais jamais pu croire ça il y a quelques années, disons dans ma vingtaine, début trentaine, jusqu'à mi-trentaine peut-être. J'aurais jamais pensé que ça se pouvait. Je pensais vraiment que j'avais un giga problème. Et là, je vois d'ici les gens qui ont des vrais problèmes avec des drogues qui amènent des dépendances physiques. On parle ici de drogues chimiques. Des drogues comme l'héroïne, la cocaïne. Il y en a qui disent que la cocaïne, c'est pas physique. Bon, regarde, je suis pas toxicologue, mais je pense que, la meth, tout ce genre de drogue-là, même les speed, c'est vrai que c'est une drôle de position être dépendant du cannabis parce que tu as l'impression que c'est la drogue la moins pire au monde. Et je le pense encore. Je peux pas dire le contraire. C'est une drogue qui crée pas des gros problèmes financiers. C'est une drogue que tu es capable de t'en passer facilement pour la plupart. C'est une drogue qui va créer une dépendance psychologique.
paraîtrait-il. Et aujourd'hui, je peux dire que c'est vrai. Mais je vais juste dire une dernière chose, et je vais faire une partie 2 éventuellement pour le prendre d'un autre angle, mais je veux juste dire à ceux qui ont de la misère à arrêter, c'est plus facile que vous pensez. Hein, c'est drôle de dire ça, et venant du gars qui a été dépendant à côté. J'ai été dans la dépendance le pire de la dépendance du cannabis, j'y ai goûté. Et à ma grande surprise, quand j'ai arrêté complètement, ou que j'ai vraiment diminué beaucoup, et qu'à un moment donné, j'ai arrêté, c'est ça, totalement en abstinence, j'ai fait comme, hein, c'est en remplaçant le manque, en le comblant par quelque chose de proactif, le bonheur que ça va vous emmener, le fait de voir un futur, le fait de vous voir aussi en proactivité dans votre vie, vous devenez un tank. Vous n'êtes plus esclave d'une dépendance, de 1. Et de 2, vous construisez un avenir. Et ça, je vous garantis une chose, il y a quelque chose là-dedans qui fait jubiler. J'ai touché l'extase. Et je le touche à tous les jours. Et c'est pas toujours facile. Les rechutes se passent souvent à cause d'un sentiment qui se compte en secondes. J'en ai besoin, j'en veux, fuck off, la vie est assez dure, je travaille assez fort, je vais m'en chercher. Et là, dans ce temps-là, c'est votre cerveau qui l'échappe, et là, vous avez perdu la laisse. C'est juste ça qui se passe. Vous allez tenir votre cerveau en laisse, et vous avez besoin d'être solide. Vous avez besoin d'être solide. Donc, ça prend une détermination, ça c'est certain. Si vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas prêt. Ça m'a pris des années, et jamais je vais juger une personne qui a de la misère à s'en sortir parce que, comme j'ai dit précédemment, j'ai eu plusieurs rechutes, et je le dis entre guillemets, parce que certains diront, bah oui, une rechute de cannabis. Bon, ben oui, je le dis comme ça parce que je le pense, parce que moi, c'est comme ça que je le vois. C'est ma perception de ma dépendance du cannabis. Ceci dit, je suis mieux que jamais dans ma peau. Je suis mieux que jamais dans ma peau. Je ne reculerai pas dans les années. J'ai sorti les gens de ma vie aussi qui étaient néfastes pour moi. D'arrêter de fumer du cannabis, ça vient avec beaucoup de changements. Et ça vient aussi avec le fait d'entrer des nouvelles personnes dans votre vie et d'en sortir certaines. Et ce, en leur souhaitant le meilleur. Hein. C'est pas... il n'y a pas question d'avoir une vengeance X parce que ces gens-là ont été néfastes pour vous. C'était votre décision de les garder près de vous. Maintenant, quand on sort une personne de sa vie, même si c'est elle qui vous a entraîné dans certaines dépendances, quand on la sort de notre vie, c'est « Au revoir, je te souhaite le meilleur. Je te souhaite le meilleur. » Et ça me réjouira pas si j'apprends éventuellement que tu es dans la misère puis que ça va pas bien dans ta vie suite à des mauvaises décisions et justement suite à des choix de vie malsains. Moi, j'ai décidé de m'en sortir. J'ai plus envie d'avoir des gens qui m'influencent du mauvais côté dans ma vie ou qui se réjouissent de me voir me planter. C'est pas ça de l'amitié. Ou des gens pour qui je suis une option. Des gens qui ils savent, oh, lui, il a un grand cœur, ce gars-là. Il est tout le temps là quand on l'appelle. Puis, ben, aujourd'hui, certains vont dire « Ah, t'es bien égoïste. » Ça se peut que je sois égoïste. Ça se peut qu'on puisse le percevoir comme ça. Mais aujourd'hui, je m'éloigne de la toxicité. Et je m'en donne le droit. Et les gens qui sont dans la grosse consommation, que ce soit de cannabis, d'alcool ou autre, ben je m'en tiens loin. Je m'en tiens loin, pas parce que c'est tentant de retomber dedans. C'est même pas ça. C'est même pas ça dans mon cas. Je peux avoir quelqu'un qui me fume d'en face aujourd'hui, puis j'ai même pas le goût d'en prendre. C'est que je trouve ça emmerdant d'être autour de ces gens-là. Je m'ennuie rapidement. Que ce soit des gens sur l'alcool qui répètent toujours le même maudit CD, le même discours, des « je t'aime bien, toi, je t'aime bien », ça me tape sur les nerfs, ça m'ennuie. J'ai juste le goût, justement, d'aller travailler sur mes choses et d'aller retrouver les nouvelles personnes de ma vie depuis, disons, 2-3 ans que j'ai entré dans ma vie et qui m'apportent que du bien. Et que c'est la même chose pour moi envers eux. Donc aujourd'hui, au lieu de fumer en me levant le matin, je vais aller monter une montagne, je vais aller
marcher, je vais travailler sur mes projets, je vais faire mon podcast, je vais écrire mes projets sur un papier, je vais travailler, essayer d'améliorer mon sort professionnellement aussi. Je suis là-dedans en ce moment. Le dernier podcast témoigne d'ailleurs de ma dernière expérience avec l'emploi pour lequel j'ai été passer une entrevue. C'est pour ceux qui ne l'ont pas écouté, allez écouter ça. C'est mon expérience mot pour mot de ce qui s'est passé. Éventuellement, je vais faire un prochain podcast pour expliquer la suite de tout ça et comme quoi parfois, et même souvent, un mal amène un bien. Il faut pas se coucher à terre et se décourager. Et d'ailleurs, je veux juste faire un lien avec ce qui s'est passé, ce que j'ai expliqué dans mon dernier podcast, mon expérience, avec une entreprise qui s'est carrément marrée de moi, là. J'aurais pu facilement, parce que j'étais découragé sur le coup. Ça n'a pas duré longtemps. Dès le lendemain, je me suis relevé. Déjà, j'étais comme, OK, on se relève, let's go. Let's go. C'est une mer d'opportunités. Mais ça aurait été facile pour moi de me lever le lendemain et de dire de la marde. Maudite vie de marde. Je m'en vais me chercher du cannabis puis je fume. Eh bien, je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait et la fierté que je vais chercher là-dedans, j'appelle ça des parcelles de bonheur parce que pour moi, ma description du bonheur, c'est pas le grand bonheur pour la vie entière. C'est des pépites de bonheur, des parcelles de bonheur qui arrivent dans la vie comme ça parce qu'on prend les bonnes décisions. Et à l'âge que j'ai, il y en a qui vont dire « Crime, t'as décidé de ça tard. » Oui, mais il y en a qui c'est toute leur vie qui marchent à côté de leurs souliers. Et je suis pas là non plus pour me vanter de ce succès-là et de cette proactivité-là. Par contre, je le souhaite à toute personne parce que ça s'appelle le vrai bonheur. C'est des parcelles de bonheur. C'est comme trouver une pépite d'or. Les chercheurs d'or qui trouvent une pépite d'or, c'est ça, mais version bonheur. Et ça peut durer une courte période des fois. Mais tu te dis, en étant proactif comme ça et en faisant les bons choix, et tout ça en résultante d'être sorti de cette dépendance-là, de cette addiction-là au cannabis, ben, c'est d'apprendre aussi à l'accepter, à les accepter, ces petites parcelles de bonheur-là. Les prendre et se féliciter, se donner un moment, se dire « Hey, t'as cheminé, mon gars, t'as grimpé. » Et là, tu regardes autour de toi puis tu vois des gens, eux autres, qui restent dans le marde. Et le but, je finis avec ça. Et il y aura un autre podcast où je vais encore parler du cannabis. Je vais prendre un autre angle. Je ne prendrai pas nécessairement mon expérience à moi. Je vais y aller peut-être plus global. Mais le but, gang, là, pour ceux qui réussissent à s'en sortir, là, c'est pas d'aller le crier sur tous les toits. C'est très important de ne pas faire ça. Parce que là, vous vous tirez dans le pied. Le but, c'est pas d'aller montrer aux gens qu'eux sont encore dans leur misère, de dire « Regardez, moi, j'ai réussi! » Et là, de les regarder, eux autres, encore dans leur misère, dans leur trou de boîte, et aller chercher un confort en regardant ça en spectacle. Non, je vous le dis, ne faites pas cette erreur-là. Parce que si vous faites ça, vous marchez du mauvais bord, vous ne cheminez pas. Le but, c'est de le faire pour vous, et aussi difficile que ça puisse être, gardez-le pour vous. Vous pouvez en parler à vos proches, bien sûr, vous pouvez en parler à vos proches, c'est sûr que c'est le fun, je veux dire, c'est correct, mais ne faites pas un spectacle de cette réussite-là. Parce que c'est la mauvaise chose à faire. Dans la vie, c'est pareil avec les succès, je trouve. C'est plus le temps avance, plus je comprends que un succès dans la vie, c'est pas toujours payant de l'afficher et d'aller le dire à tout le monde. « Hey, j'ai eu ce succès-là, j'ai eu ce succès-là. » Des fois, c'est beaucoup plus payant de le garder pour vous et de savourer votre victoire avec vous-même. Bien sûr, si vous avez... Tu sais, quand on a une copine, ben là, c'est sûr qu'elle allait le dire à sa copine, à sa blonde. Oui, oui, ben oui. Non, oui. Absolument. Elle va être fière de vous. Sinon, si elle n'est pas fière de vous, il y a peut-être un problème. On appelle ça un red flag, mais ça, c'est un autre sujet. Mais c'est là que tu sais comment bien t'entourer. Et moi, c'est là que j'en suis dans ma vie. Il n'y a rien de gagné, là. Il n'y a absolument rien de gagné. Mais les petits pas que je fais en avant
deviennent plusieurs petits pas qui équivalent à des grands pas. Et pour moi, en ce moment, je suis dans la meilleure partie de ma vie. Et pourtant, malgré le podcast que j'ai fait la semaine passée, où est-ce que je filais moyen, malgré ça, malgré les petits coups de marteau que la vie peut nous envoyer, juste le fait de rester fort, ça te donne aussi une parcelle de bonheur parce que tu fais je me suis découvert des forces que j'avais aucune idée que j'avais. Et je vous souhaite tous ça parce qu'une dépendance, ça peut être dans les choses les plus futiles. Ça peut être la dépendance à la nourriture, ça peut être la dépendance à l'Internet, ça peut être la dépendance au gaming, ça peut être la dépendance à la télévision, ça peut être la dépendance à rester des heures à regarder votre téléphone, des choses insignifiantes. La dépendance, ça peut être très large. L'addiction. Je vous souhaite de vous regarder dans le miroir avec humilité et d'être honnête avec vous. Et je finis avec ça, je pense que c'est la deuxième fois que je le dis, mais je finis avec ça. Faites attention à ce que votre cerveau vous dit. Votre cerveau n'est pas toujours, je pourrais dire, il va vous envoyer à des places des fois où c'est pas tout à fait le bon sens. Il vous amènera pas toujours le bon sens. Lui, il veut vous pervertir si vous n'êtes pas serré en laisse. Donc, ne vous fiez pas toujours à ce que votre cerveau vous dit et méfiez-vous de toute certitude. D'accord? C'est mon conseil. Je ne suis pas psychologue. Je ne suis pas intervenant non plus en toxicologie. C'était juste pour expliquer un petit peu mon expérience, expliquer comment j'ai changé mon attitude pour m'en sortir, de se regarder dans le miroir, beaucoup d'humilité que ça prend, parce que ça fait mal au début. Ça fait mal quand tu regardes toutes les belles années que tu as brûlées, à te geler la face, ou est-ce que tu as été pas zéro proactif, parce que, comme je disais, il y a moyen d'être fonctionnel. Tu sais, j'ai fait des DEP, j'ai eu des jobs où est-ce que j'étais aimé, je faisais du bon travail. Donc, il y a eu une certaine proactivité quand même dans ces années-là. Par contre, quand j'arrivais chez nous, je fermais la lumière, puis c'était la porte, putain, on retourne travailler demain, et la roue tourne, et il n'y a rien vraiment qui change. On ne bâtit pas un avenir comme ça. Moi, ce qui me rend heureux aujourd'hui, c'est de me dire, je me respecte, je ne suis plus une option pour les gens qui n'ont pas de temps à me donner. Et je n'essaie pas de les rendre coupables pour ça non plus. C'est pas leur faute. Ils ont le droit, les gens sont occupés. Centrez-vous sur votre vie. Entourez-vous de gens qui sont sains et avec qui chimiquement il se passe quelque chose. Et respectez-vous. Et je le répète, l'humilité. On se regarde dans le miroir et faites attention à ce que votre cerveau vous dit. Votre cerveau, si vous ne le mettez pas en laisse et vous ne le mettez pas au pas, il va vous faire accraire toutes sortes de beaux films de Walt Disney. Expression que j'utilise souvent. Parce que c'est le meilleur pour créer les plus beaux films et pour s'auto-convaincre de la mauvaise chose à faire. S'auto-convaincre de la mauvaise décision qu'on va aller prendre après. Donc, le cerveau n'amène pas toujours le bon sens. C'est deux choses différentes. Le bon sens et l'intelligence, la matière grise, c'est pas toujours quelque chose qui cohabite. Merci. Et j'espère que le peu de personnes qui vont écouter ça j'espère que ça va vous faire réfléchir. Je ne coupe rien. Des fois, je bafouille, il y a des bruits de bouche, le son est pas toujours parfait. J'essaie de faire le mieux que je peux pour pas qu'on entende les sons ambiants en arrière et tout. Mais je tenais à communiquer cette expérience de vie-là que j'ai et à quel point aujourd'hui je suis fier de moi et je suis content d'où est-ce que je suis rendu dans la proactivité. Voilà. Alors, sur ce, c'était Léon Dertal pour la Jazette Incognito. Au revoir.